Je vous propose de vous laisser la parole, cher public. Est-ce que vous avez préparé des questions? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Profitez-en. Vous avez les intervenants qui sont là pour répondre sur les expériences, différentes expériences, et puis peut-être des éléments de réponse qui peuvent être apportés dans la salle. Alors, une question, oui. Michel Bertrand, agence locale de l'énergie, chargé de mission. Je suis dans la Nièvre et donc du coup je travaille avec le syndicat d'énergie de la Nièvre et on fonctionne en complémentarité. Pourquoi aussi il y a des communes qui y vont pas? Parce que du coup voilà, il y a beaucoup de communes dans la Nièvre qui sont assez petites et donc du coup qui correspondent pas au programme des AEG parce qu'elles ont 3 bâtiments et elles ressentent pas le besoin d'y aller quoi aussi. C'était un complément d'information par rapport à cette question. Pourquoi toutes les communes n'y vont pas? Beaucoup de communes dans la Nièvre, et notamment sur le secteur, sur les 2 pays où je travaille, sont 200 habitants, 2 bâtiments, voilà, il n'y a plus d'école, et donc ils trouvent pas, ils essayent de se débrouiller par eux-mêmes. Voilà. Alors du coup, peut-être que ça les aidera s'il y a une autre démarche plus petite. Autrement, du coup, moi j'y vais. Et puis du coup, on essaie de regarder ces 2 bâtiments. D'accord, donc vous vous déplacez dans les communes, c'est ça? Et voilà, par rapport aux siennes, je suis plutôt en amont et aussi en aval par rapport à ce qu'ils font. Je suis plus dans l'animation et rechercher les communes qui se posent des questions. Et puis du coup après, je connais à peu près tous les acteurs qui travaillent sur mon secteur. Et du coup, suivant la demande, soit ça va vers le CIEN puisqu'un audit énergétique pourrait être intéressant, soit c'est vers un autre acteur, la DDT, le CAUE, ou voilà. Parce que du coup, ils n'ont pas tout le temps le réflexe par rapport à un problème donné d'aller voir l'interlocuteur pertinent. D'accord, donc vous, ça vous arrive de recevoir des demandes Voilà, il y a une commune, il y a peu de temps, elle a 3 bâtiments et du coup le CIEN a proposé ses services, mais du coup ça les intéressait pas pour la raison qu'ils en avaient pas beaucoup. Et puis du coup on a regardé ensemble ce qu'il y avait à faire, parce que du coup ça faisait peut-être une somme où ils le sentaient pas. Ensuite j'arrive aussi en aval parce que du coup quand il y a des comme Clemcy, c'est exemplaire, du coup on essaye de le faire visiter à d'autres communes pour faire donner de l'eau au moulin, quoi, et puis peut-être que d'autres communes aillent dans cette démarche. Quoi. Voilà. Donc aussi, il y a des complémentarités sur le territoire où on travaille entre plusieurs acteurs pour que l'information remonte, et c'est pas toujours évident que tout le monde aille sur une AEG. Quoi. Alors, je suis en train de... Oui. Il y a une autre intervention, mais avant de laisser la parole, peut-être nécessité aussi d'élargir la vision de la gestion énergétique, non pas à un ou quelques bâtiments, puisque effectivement, dans l'exemple de petites communes, ça va concerner très peu de bâtiments, mais si on est sur une échelle de territoire élargie, c'est la vision qu'on voit transparaître aujourd'hui et qu'on commence à bien entendre et qui est diffusée, c'est celle du territoire à énergie positive, ou en tout cas d'une stratégie d'économie énergétique, non plus à l'échelle d'une unité, d'un bâtiment ou du patrimoine d'une commune, mais à celle d'un territoire. Alors, ce qui ne serait pas nécessaire, là, pour le coup, c'est moi qui vous pose une question, d'élargir, quand on est sur des petites communes, d'être plutôt sur, je sais pas, des pays, des communautés de communes, où là, peut-être que les économies seraient plus parlantes. Bon, là, je voulais en pâture cette remarque que je me fais à chaud. Il y avait d'autres questions? Oui, Laurent Chanusso, Rhône-Alpes Énergie Environnement, donc de la région Rhône-Alpes. Nous, on a effectivement beaucoup d'expérience en matière de conseil en énergie partagée, notamment par les syndicats d'énergie. Dans la Loire, c'est 75% des communes qui sont en CEP avec le syndicat d'énergie de la Loire, le Ciel. Ce que je remarque, c'est qu'effectivement, il y a cet effet de foisonnement. Il faut une espèce de solidarité intercommunale parce qu'effectivement, les petites communes n'ont pas grand-chose, les gros sont beaucoup, et donc il faut que tout ça se soit partagé ensemble pour que les grosses aident les petites, notamment à travers le prix qu'elles vont payer sur le service. Mais d'autre part, on a aussi à inventer des systèmes, et on est en train de réfléchir à des systèmes du type satisfait ou remboursé, où en fait l'intercommunalité prend la responsabilité d'offrir le service entre guillemets à la commune pendant au moins la première année ou les 2 premières années,
et en prenant le risque des économies. Et si la commune ne fait effectivement aucune économie, l'intercommunalité assume la dépense et voilà. D'autre part, il y a aussi une question très très importante de commande groupée. Je pense que dans cette démarche de conseil en énergie partagée intercommunale, il y a une opportunité de commande groupée qui est fort intéressante, très intéressante. Aujourd'hui, ceux qui travaillent un peu sur les certificats d'économie d'énergie savent très bien que sur l'isolation de toiture, par exemple, on est capable de financer entre 60 et 100% de la dépense par les certificats d'économie d'énergie. Donc une commande groupée de centaines de communes, de milliers de bâtiments sur l'isolation de toiture qui est tout à fait montable par un conseil en énergie partagée, là on voit très bien qu'on peut très bien intégrer les petites communes comme les grosses en leur offrant ce service de regroupement de la commande. D'accord, donc valorisation, groupement des commandes et puis ensuite valorisation et donc financement. On abordera le financement dans la deuxième table ronde de cet après-midi. Des réactions ou d'autres questions? Alors, Laurent Boiteux, Pierre Terrier, président de Bourgogne Bâtiment Durable. Une question à tous les intervenants. Une idée du temps de retour, parce qu'on a beaucoup comparé en trésorerie. Ça me coûte, ça me rapporte. Mais je vais globaliser, c'est l'idée du temps de retour des investissements qui sont conseillés, choisis, globalement, exprimés en durée, en années ou en fractions d'années de retour. Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est le choix de prioriser les actions en fonction du temps de retour ou le temps de retour indicatif qui est choisi. Il y a eu un diagnostic, oui. Il y a eu un choix d'intervention, et finalement, ce choix d'intervention, quel est son temps de retour moyen qu'ils observent au regard, voilà. Simplement, c'est un indicateur. Alors, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Qui veut répondre? Jérémy Fourage. C'est vrai que sur la trentaine de plans d'action qu'on a pu mener avec les collectivités, en général, on arrive sur les temps de retour inférieurs à 10 ans. Donc en fait, on priorise les actions les plus intéressantes financièrement. Voilà. C'est sûr qu'un mur avec un temps de retour de 350 ans, parce que le bâtiment est utilisé une fois par semaine, donc le temps de retour est très médiocre, les communes ne vont pas dessus. Mais c'est l'intérêt aussi justement de ce plan d'action, lister les actions prioritaires. Donc d'où l'intérêt aussi pour évaluer en termes d'indicateurs destinés à prendre une décision, les scénarios d'utilisation, d'où la nécessité en amont de bien connaître aussi le patrimoine, parce que difficile d'évaluer un temps de retour si on n'a pas les bonnes données. D'accord. Donc je reprécise. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci. L'agence technique de Saône-et-Loire, qui a un peu de recul, là. Nous, ça dit quoi? Au niveau on a un peu moins de retour, de recul, parce que l'action est finalement assez nouvelle sur le département, puisqu'on a commencé il y a 2 ans. Mais moi, je voudrais insister sur le fait que dans toutes les communes, les 40 communes que j'accompagne, on a toujours trouvé des temps d'action égal à 0. Il y a toujours des actions à mener qui ne nécessitent aucune dépense. Et on arrive même à des résultats comme à Salornay, par exemple, de 15-20% d'économie d'énergie sans dépenser 1 euro. Simplement en se retroussant les manches et en sensibilisant, en appliquant les agents techniques communaux aussi. Voilà. D'accord, donc des petits travaux, des petites actions, qui peuvent permettre de dégager des économies, qui peuvent éventuellement ensuite lancer une dynamique et engager un plan d'action. Laurent Boiteux, de Bourgogne Bâtiment Durable. Ça me pose quand même une grande interrogation, ce qui vient d'être dit par rapport au fait que l'on est à la fin d'un cycle. On a un peu éclisé tous les gens présentés comme volontaires. J'ai une autre éventuelle version. Peut-être que dedans, il y a les gens volontaires, mais peut-être qu'il y a les gens, comme l'a dit très justement à un moment donné le représentant de Clemcy, les gens qui étaient auparavant beaucoup trop à la traîne et qui pouvaient vraiment plus continuer à cet état-là, qui devaient rattraper le temps et qui avaient un potentiel de développement extrêmement rapide, et bravo de l'avoir fait, pour en plus gagner de l'argent et se remettre plus qu'à jour. C'est très bien. Mais je pense qu'il faut porter un peu attention à ça, parce que si beaucoup de communes font proprement les choses de manière assez conventionnelle depuis des millénaires, elles ne sentent peut-être pas le besoin par rapport à tout ce qui se passe actuellement et à l'accélération des enjeux environnementaux, énergétiques, sociétaux qui nous entourent. Elles ne sentent peut-être pas le besoin
d'accélérer leur vitesse simplement parce qu'elles font déjà bien au quotidien les choses correctement et du coup elles ne s'intègrent pas dans ce champ-là. Donc je pense que maintenant on a éclusé effectivement les volontaires, bien entendu, aussi les gros consommateurs qui étaient en perte sèche, il faut le dire aussi, qui étaient, on va dire, des mauvais élèves, j'ose le dire comme ça, mais qui ont rattrapé leurs mauvais points et bravo à eux, parce qu'il faut aussi les féliciter, mais que maintenant il faut peut-être changer le braquet pour faire comprendre à l'ensemble que c'est le fait qu'il faille accélérer de manière collective sur l'ensemble des collectivités. Sinon, on risque d'incriminer des gens qui n'y vont pas alors qu'ils font peut-être un excellent travail, pas suffisant, mais un excellent travail depuis des décennies. Je tenais juste à préciser ça. Alors donc double démarche, double réflexion en tout cas proposée dans l'optique de cette comment généraliser ce type de démarche, soit les très volontaires et je dirais même les déjà convaincus qui ont une volonté forte de s'engager dans ce type de démarche, ou j'ai envie de dire, des collectivités qui ont un fort potentiel d'économie et qui du coup vont s'engager prioritairement. Donc que faire les autres? Alors est-ce que peut-être au sein comment on devient référent énergie? Parce qu'il me semble que le club des référents énergie tente d'instiller une véritable dynamique à l'échelle des départements, du moins. C'est ça, vous vous réunissez c'est des clubs qui sont à l'échelle départementale? Voilà. Alors, en fait, au niveau des collectivités qui adhèrent à la démarche, elles vont nommer ce qu'on appelle un référent énergie. Donc, ça peut être aussi bien un élu, un adjoint, un directeur des services techniques, un agent communal, qui va être l'interlocuteur du syndicat pour toute la question énergétique. Voilà. Ces référents énergie, on a décidé de les réunir une fois par an lors d'un club qu'on appelle donc le club des référents énergie. L'intérêt, ça va être sur une matinée de parler d'une problématique spécifique, la ventilation, l'isolation, les certificats par exemple. Et ensuite, chaque référent va exposer les travaux qui ont été mis en place dans sa collectivité qui sont intéressantes. Donc, par exemple, justement, M. Colomba avait présenté la démarche d'isolation des comptes. Donc, ils avaient acheté 3000 m² d'isolation. Ils ont loué un camion souffleur. Ils ont fait ça avec 3 gars en régie. Et voilà, c'était très intéressant. Ils ont récupéré 12 000 € de certificats. Et en 3 mois de chauffe, ils avaient déjà rentabilisé la démarche. Donc c'était quelque chose comme ça qu'on a pu transmettre aux autres collectivités. Et à la fin de cette première matinée de réunion, on va visiter un site, un ou 2 sites, pour montrer par exemple un réseau de chaleur ou la rénovation d'un bâtiment. D'accord. Donc là, une démarche qui est proposée en mutualisation, en amont, pour encourager les collectivités à s'engager dans cette démarche. Et puis derrière, des stratégies. On avait déjà entendu des leviers évoqués ce matin, comme par exemple la décision de faire des travaux en régie, donc de prioriser des actions qui peuvent aussi être mises en œuvre directement sans avoir de plan d'action très ambitieux, c'est-à-dire ensuite on va parler de plan de financement, etc. Vous avez aussi un plan de financement, mais il y a des choses. Je pense qu'il est important aujourd'hui de communiquer lors de cette journée sur arrêtons de dire je fais pas parce que j'ai pas de sous. Il y a des économies qui sont réalisables tout de suite à 0 travaux, mais qui passent là encore par la bonne connaissance de son patrimoine. Alors là, on a présenté un outil, GEPWeb. Il y en a d'autres. On a voulu présenter ce type d'outil, mais voilà, donc des exemples, à mon avis, qui peuvent être retirés aujourd'hui et mis en œuvre assez facilement. Je ne sais pas s'il y a des réactions dans la salle, s'il y a des élus qui veulent réagir sur cet aspect-là, sur les petites communes, ou peut-être la nécessité de communiquer entre pairs. Moi, c'est une question qui m'interpelle quand même, parce que si on a déjà, si on est dans une démarche d'essoufflement, comment passer à la généralisation de la prise en compte de ces enjeux et au plan d'action? Est-ce que vous sentez, parce que le club des référents énergie, vous l'avez dit, vous pouvez avoir des élus, ça peut être des agents, donc vous fonctionnez en intelligence collective. Là, j'entends votre témoignage avec mes oreilles de psychosociologue, mais
Est-ce que vous avez l'impression que j'imagine que quand une petite collectivité parle à une autre petite collectivité, elle se sentira plus concernée qu'une petite collectivité qui écouterait l'exemple de la ville de Besançon, par exemple, qui n'a pas grand-chose de comparable en termes de fonctionnement, d'enjeux. Oui. C'est vrai que exactement quand un bureau d'études thermiques va venir dans une collectivité et lui dire il faut investir 3,5 millions sur le patrimoine pour faire 20% d'économie d'énergie, le message passe pas facilement. Quand le conseil énergie partagé vient, il passe encore un petit peu mieux. Et après, quand c'est le voisin, donc la collectivité d'à côté, qui va les présenter ses travaux, ça va passer encore plus facilement. Donc c'est pour ça que tout simplement on a voulu mettre en place le club des référents et l'intégration donc de fiches travaux dans notre base SIG. Donc c'est ce que je vous montre derrière. En fait, chaque collectivité qui va mettre en place des travaux sur ces bâtiments, on va rédiger une fiche qui va permettre de voir l'investissement, le type de travaux, les économies dégagées, avec un contact, donc le référent énergie de la collectivité. L'intérêt, c'est que toutes ces fiches sont téléchargeables. Donc, par exemple, une collectivité qui veut investir dans des menuiseries, vont faire un filtre sur la base et vont regarder toutes les menuiseries qui ont été changées sur le département, et puis ils vont pouvoir se contacter entre référents, s'échanger des cahiers des charges ou visiter des bâtiments. Ah, il y a une réaction, mais je parlerai après alors. Véronique Ravier du Pays de Puisay-Forterre. Vous parlez du club des référents donc, qui permet de faire savoir ce qui est mené dans les communes, on va dire, qui sont dynamiques au niveau de ces politiques. Est-ce que sur votre site internet, vous avez un accès aux gens qui ne sont pas, ou aux communes qui ne sont pas adhérentes au SIEN? Est-ce qu'il y a un portail pour justement élargir à toutes les collectivités et celles qui ne sont pas adhérentes? C'est vrai que pour l'instant, le club, on le ferme aux référents énergie, donc aux communes engagées dans la démarche. Tout simplement, on arrive là à 65 communes, ça commence à faire beaucoup. Et ensuite, c'est pour faire l'effet de club. En fait, des communes engagent des travaux et bénéficient d'un suivi. Donc on est capable justement de rédiger ces fiches travaux, de récupérer les consommations via le logiciel GEPWeb et donc d'assurer notre suivi énergétique. C'est vrai que tel que dans le futur, on ouvrira justement ces réunions et ces outils aux autres collectivités, mais pour l'instant, on a décidé de le garder en réseau. Alors peut-être pour compléter cette question, est-ce que vous avez dans la stratégie du syndicat programmé des visites de communes qui ne seraient pas encore adhérentes, auxquelles vous pourriez présenter, peut-être pas par un accès web direct, par un accès internet direct, mais en présentation? Parce que moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement les élus sont sensibilisés à ces enjeux-là, à ces enjeux énergétiques? Parce que, tout à l'heure, il y avait une réaction donc de l'Agence de l'énergie de la Nièvre, mais finalement, quand on dit oui, 3 bâtiments, c'est pas un patrimoine très important, donc je me demande si les enjeux sont bien appropriés par les élus. On a tout de même diagnostiqué des collectivités avec 3 bâtiments. Par exemple, la commune de Montalbert qui doit avoir combien? 80 bâtiments, 80 habitants, c'est ça? Ouais, 3 bâtiments et 80 habitants. Ils ont mis en place un agenda 21 il y a quelques années. Bon, on a un projet de mettre une petite chaufferie bois là-bas. Il y a un diagnostic qui est lancé. Donc, une toute petite commune, quand même, engage des actions en faveur des économies. Donc, on n'est pas complètement fermé. Après, c'est vrai qu'ouvrir tous ces outils pour communiquer plus largement aux autres collectivités et justement leur donner envie de rejoindre la démarche, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on y a pensé. Bon, l'intégration des fiches travaux à la base SIG, là, c'est tout récent. C'est cette année qu'on la met en place. Le club des référents énergie, ça va faire 3 ans qu'il est commencé. Ouais. D'accord, donc là, peut-être nécessité de travailler en inter-réseau aussi, et pas seulement au niveau des syndicats. Là, on sent qu'il y a un contact entre l'agence locale de l'énergie et puis le SIEN. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de petites communes avec pas beaucoup de patrimoine. 2, il y a aussi des élus, comme tout le monde ici, qui sont aussi des particuliers, qui doivent faire aussi des travaux chez eux. Donc ils pensent aussi qu'ils peuvent le faire sur leur commune, tout seuls, qu'ils ont les compétences pour le faire. Le problème, c'est qu'ils vont peut-être commencer par FNET, alors que c'est ce qu'il y a de plus cher et c'est là où il y a le temps de retour. Donc ils n'arrivent pas à prioriser obligatoirement sur les travaux les plus pertinents. Mais des fois, ils le font bien. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit compétente dans le conseil municipal ou alors un habitant qui arrive à les diriger vers quelque chose de bien. Donc des fois, ils ne sentent pas obligatoirement le besoin de payer pour ça parce qu'on va y arriver tout seul. On sait où est le problème. Tout à l'heure, M.
M. Gomba en a parlé. On savait à peu près où est-ce que les bâtiments, où est-ce que ça déconnait, quoi. Mais bon, du coup, là, on met des chiffres et donc on priorise. Donc, mais là, il y a un gros patrimoine sur 3 bâtiments. On sait où sont les problèmes, les fenêtres, on sait où elles se décollent. Enfin voilà, quoi. Et c'est ça. Donc, en tant que particulier, sauf que un logement résidentiel, c'est pas pareil qu'une école ou une mairie. C'est pas du tout les mêmes fonctionnalités, c'est pas la même intermittence, c'est pas pareil qu'un logement social aussi, enfin un logement communal, puisque du coup on ne chauffe pas de la même manière obligatoirement. Enfin voilà, il y a toutes ces perceptions qu'on n'arrive peut-être pas à avoir, alors qu'avec un technicien et un logiciel et avec des saisies et puis avec cette analyse, du coup on prend du recul, quoi, et sur les intermittences et tout ça. Donc peut-être une nécessité de travailler aussi par typologie de bâtiment, parce que voilà. Et troisième chose, c'est que c'est hyper difficile de communiquer vers les petites communes. Si vous arrivez à passer la secrétaire de mairie, c'est déjà bien. Si vous n'êtes pas dans les papiers qui tombent à côté, c'est bien. C'est pas facile de rassembler toute une salle avec plein d'élus. C'est pas facile de mobiliser. Ils ont un métier, ils ont tout ça. Et donc dans les petites communes, ça demande beaucoup. Il peut y avoir des agents, des services techniques qui peuvent aller dans des salles comme ça et puis se former, et puis de comprendre l'intérêt et la sensibilisation. Mais dans une commune de 100 habitants où le gars il est agriculteur, en ce moment c'est les fenaisons et tout ça, il viendra pas ici, quoi. Voilà, c'est tout. Donc une nécessité de sortir aussi des salles, nécessité de capitaliser. Alors c'est vrai qu'au sein de Bourgogne Bâtiment Durable, c'est un peu notre dada, parce que nous sommes un centre de ressources et nous pensons et nous sommes convaincus de la nécessité aujourd'hui de centraliser de la ressource et de l'offrir au plus grand nombre et à la plus grande typologie d'acteurs possible pour construire cette culture de l'énergie, la partager. Mais là, ce que j'entends, c'est aussi la nécessité de travailler entre réseaux, et j'espère que dans le cadre de la transition énergétique que notre pays tente d'amorcer avec actuellement un vaste débat qui est largement alimenté, j'espère que c'est la nécessité de travailler plus entre réseaux va apparaître fortement. Mais comment ça se passe dans la Nièvre? Est-ce que vous voyez, vous vous rencontrez régulièrement? Peut-être que tout à l'heure, on va avoir une intervention de Pascaline Fiche du CICECO, donc syndicat d'énergie de Côte-d'Or. Je crois que le CICECO essaye justement de travailler sur la sensibilisation des particuliers. Au début, j'avais pas compris pourquoi le CICECO faisait cette démarche, mais j'ai compris après coup. Donc, je crois que vous avez un contact justement dans ce cadre-là avec les espaces info-énergie. Alors, je sais pas si vous voulez répondre. Bon, là, c'est j'en appelle au travail interréseau, et j'espère que des journées comme celle-ci sont aussi l'occasion pour les réseaux de se rencontrer, pour ensuite s'approprier des outils, des démarches, des exemples d'idées pour aller toucher ces communes qui ne sont pas encore engagées dans ce type de démarche. Alors peut-être une réaction, je vous provoque volontairement. Ouais. Donc du coup, pour aller repérer les communes, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis du coup, c'était demandé à l'agence locale de l'énergie de la Nièvre quand elle s'est créée, c'est d'aller un peu plus sur le terrain. Alors faire de la revue de presse, savoir ce que font les communes, donc aller plus sur le terrain, trouver des opportunités de les approcher et d'apporter le message. Alors par exemple par n'importe quel biais, quoi. Des fois, du coup, moi je me balade, je vais dans des fêtes de village, et puis des fois, du coup, je trouve quelqu'un, je rencontre quelqu'un, puis du coup, voilà, on en parle. En fait, c'est acteur de terrain. C'est très difficile de le faire de Dijon, par exemple. Donc être présent dans les communes, une nécessité d'être présent dans les temps. De travailler sur le voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a d'autres moyens aussi d'y arriver. C'est sur les éco-conditionnalités, des fois, qu'il peut y avoir. Donc il peut arriver que des communes s'intéressent à changer leur chauffage, et que c'est marqué dans la presse. Ensuite, on peut y venir. Ils s'intéressent aux chaufferies bois, par exemple, puisque du coup c'est une forêt communale, par exemple. Et puis il peut y avoir des subventions à la clé, et la région, le PECB, pour les subventions, demande de faire un audit énergétique des bâtiments. Donc ça peut être un déclenchement par cette entrée. Mais il peut y avoir beaucoup d'entrées, mais c'est assez. Les entrées sont diverses, et il faut pas enfermer. Toutes les petites communes ont droit à ce service. Par contre, c'est moins difficile d'aller que sur une ville comme Nevers ou Cône ou Clamecy. D'accord. Une réaction? Merci de vous présenter à nouveau. Joss Martel, Opintia Consultant, service énergétique construction. Je pense que avec le débat là qui s'instaure, il y a sûrement un risque
dans la démarche de voir en fait les choses un peu s'essouffler, comme on le disait, parce qu'on travaille sur des très petites échelles et sur des très petits patrimoines. Alors, c'est une problématique liée, je dirais, à la gestion classique d'une commune sur les équipements urbains, la collecte des ordures ménagères, les services de l'eau, les services d'incendie, etc. On sait que en France, on a un découpage communal extrêmement fin. 36 000 communes, avec une majorité de petites communes. Et à cette échelle-là, il est sûr que l'exercice de la maîtrise de l'énergie est un exercice difficile. Et je me demande si finalement il ne faut pas changer d'échelle et de travailler à minima sur l'intercommunalité en faisant en sorte que les communautés de communes acquièrent cette compétence sur la gestion de l'énergie et les impacts environnementaux, de façon à ce qu'on évite l'épuisement dont on parle actuellement et qui est réel, en sachant que si effectivement il y a un épuisement des acteurs et une mobilisation qui retombe, après c'est difficile de refaire remonter la mayonnaise, quoi. Et donc je crois qu'il faut vraiment être très attentif à ça, parce que ces pertes d'énergie, finalement, c'est des hommes et des femmes qui sont sur le terrain, qui y croient à un certain moment, et puis quand ils sont complètement épuisés, tout le monde baisse les bras et on retombe dans des situations qui sont difficilement gérables et surtout insupportables actuellement, parce que si on ne fait pas de la maîtrise de l'énergie aujourd'hui, si on ne maîtrise pas les impacts environnementaux, on sait que les conséquences sociales, environnementales sont quand même très très fortes à court terme, quoi. Alors sur cette difficulté d'aller sur des petites communes, donc je vous rappelle l'intervention de Franck Dumet ce matin et la volonté de l'ADEME et d'instaurer une dynamique régionale sur justement les communes de moins de 500 habitants, qui me paraît là pour le coup, quand on parle d'essoufflement, de la démarche nécessaire. Mais bon, voilà, attendons les retours, les résultats de cette démarche qui est donc initiée. D'autres réactions? On va passer... Non, c'est bon sur cette... Oui. J'ai sollicité, oui, j'ai interpellé les espaces Info Énergie. J'ai Sébastien Pénidon, donc directeur de l'espace Info Énergie de Côte d'Or. Je me permets de te présenter. Bon, merci, c'est fait, comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord sur la logique des interréseaux, du besoin d'échange, tout ça, parce qu'effectivement, les espaces Info Énergie travaillent depuis longtemps sur le terrain et peuvent être amenés au cours de leurs manifestations à contacter des maires de petites communes qui sont aussi parfois interpellés par nos actions, j'en dis en tant que particulier, mais c'est le moment d'échanger, le moment de discuter. Et donc là, c'est un peu une demande, une doléance que j'aurais, c'est qu'on a effectivement besoin de retour de la part des CEP, via peut-être Bourgogne Bâtiment Durable, peu importe, sur des fiches exemplaires, je veux dire, de petites actions, de petits plans de travaux, de choses vraiment transposables où la personne peut s'identifier. On n'est pas dans de la rénovation type BBC à 300 000 euros, des choses comme ça. Je pense qu'il y a besoin aussi de l'accessibilité de ces documents-là, le besoin aussi de ratios simples et compréhensibles par chacun, peut-être par typologie de bâtiment, c'est-à-dire sur une école, dans une commune, dans un petit RPI, comment on peut faire pour avoir quelques ratios, quelques billes à donner pour faire un petit peu de, j'ai envie de dire, d'hameçonnage et après de renvoyer vers les CEP, histoire de ne pas perdre le contact. Ça, c'était une première chose par rapport à la logique interréseau. Et j'avais une autre question qui était un petit peu plus précise. Elle rejoignait le logiciel de GEPWeb. En fait, je voulais savoir, on parle beaucoup de coût global, donc je voulais savoir, au-delà du coût de la licence de ce logiciel, les coûts en temps humain, les coûts de saisie, d'exploitation, derrière, avoir un peu une idée, une appréhension de la charge de travail que nécessite l'adhésion à ce type de logiciel. Merci. Alors, merci pour cette remarque et cette question. Alors peut-être je vais répondre à la première question. Des fiches actions seront prochainement éditées et disponibles sur le site de Bourgogne Bâtiment Durable. Et parmi les fiches actions, il y a un certain nombre de petites communes. Donc j'espère qu'elles pourront être réutilisées. En tout cas, j'engage l'ensemble des acteurs ici présents à utiliser ces outils pour communiquer. Alors pas sur le site de Bourgogne Bâtiment, sur les deux sites. Il y a des fiches en préparation de l'ADEME Bourgogne sur le CEP, le Conseil en énergie partagée, avec 6 fiches exemples régionaux d'actions de communes,
dont la commune de Clamecy, la commune d'Arleuve qui témoignera après. Et donc elles sont en préparation et en finalisation, elles seront bientôt imprimées et elles seront consultables sur le site de l'ADEME Bourgogne. Merci pour cette précision. Donc, autre élément de réponse à la deuxième question, donc sur le GEP Web et les retours. Alors, d'abord, peut-être, je sais pas dans quel... Bon, alors Jérémy Fourage et puis François Petitpré, si vous voulez apporter une précision. Alors, question de temps à passer sur le logiciel GEP Web. Donc, pour l'initialisation, ça c'est plus François qui va pouvoir en parler. Pour la partie, par contre, accompagnement, donc les collectivités insistent, les factures elles-mêmes dans l'outil. Il faut compter à peu près 1 minute par facture. Bon, en général, les collectivités vont y passer 2 heures par an, à peu près, à saisir de la donnée pour 5 bâtiments, pour vous donner une ordre d'idée. Donc Jérémy, voilà, c'est le travail de saisie récurrent en fait, des données de consommation qu'il va falloir saisir au fil du temps. Il y a un autre travail qui n'est pas à négliger, c'est aussi l'initialisation, c'est-à-dire au moment où on commence à faire la gestion énergétique de patrimoine, il va falloir recenser les caractéristiques du patrimoine, retrouver les bons numéros de compteur, parce que c'est important pour faire le lien entre les factures et les bâtiments. Il faut avoir un plan de comptage assez bien défini. Et là, les temps sont très variables en fonction de ce qui est déjà existant sur place, du niveau de connaissance du patrimoine, donc il n'y a pas vraiment de réponse à ce niveau-là. C'est très différent en fonction des cas. Est-ce que ça dépend vous parliez d'un gros travail lors de votre présentation d'initialisation de cette base de données. C'est vrai pour GEP Web, mais j'imagine que ça l'est pour toutes les bases de données. Quand la mémoire n'a jamais été constituée, la mémoire technique et patrimoniale n'a jamais été constituée, à un moment donné, le temps qu'on n'a pas passé avant, il va falloir le passer à un moment donné. J'imagine que ça dépend beaucoup de la taille du patrimoine et puis de la disponibilité et du niveau de connaissance peut-être de la personne chargée de la saisie. En fait, oui, ça dépend donc du niveau de connaissance, bien sûr. C'est sûr que si toute l'information n'est pas au même endroit, il va déjà falloir aller à la pêche aux informations. Un autre paramètre qui joue beaucoup, c'est la manière dont l'information était gérée au préalable. C'est-à-dire que s'il y avait déjà un logiciel qui permettait de faire de la gestion énergétique de près ou de loin, mais déjà un minimum de structure dans les données, ça va être beaucoup plus facile à retraiter que si on avait un bout de fichier Excel là, un autre bout par là, et pas vraiment de relation entre les données, donc dans ces cas-là, ça peut prendre plus de temps. Très bien. Écoutez, je vous propose de passer sans transition à la table ronde numéro 2, consacrée plus précisément au financement, mais les deux sont liés. On a volontairement séparé ces deux aspects, la démarche d'une part, et puis là on va aborder plus exactement le financement et la mise en œuvre.